Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Nadine Duguay-Lemay et je suis la présidente directrice générale de Dialogue Nouveau-Brunswick. Je vous souhaite la bienvenue à notre dialogue public portant sur la diversité culturelle et qui s'intitule très aptement « Le dialogue qui a changé ma vie », qui est organisé pour souligner le premier anniversaire du lancement de la stratégie d'immigration de la ville de Dieppe, ainsi que la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement déclarée par l'UNESCO. Ces dialogues sont diffusés sur la page Facebook de Dialogue Nouveau-Brunswick, ainsi que en anglais et en français, et pareillement sur la chaîne YouTube de la ville de Dieppe. Ce dialogue sera animé en français avec service de traduction et les panélistes peuvent répondre dans la langue de leur choix. J'ai le plaisir d'animer ce dialogue aujourd'hui en compagnie de Dylan Razafine Janibé, qui entame sa 12e année à l'école Mathieu Martin. Bonjour Dylan. Bonjour Nadine. Je tiens à commencer en reconnaissant que nous nous réunissons sur le territoire ancestral du peuple Mi'kmaq. Ce territoire est visé par les traités de paix et d'amitié signés à l'origine en 1725 par les peuples Wolastoqey, Mi'kmaq et Passamaquoddy, ainsi que par la couronne britannique. Les traités n'avaient pas pour but de traiter de la cession des terres et des ressources, mais plutôt de reconnaître les titres de propriété Wolastoqey, Mi'kmaq et Passamaquoddy, et aussi d'établir les règles des rapports qui se poursuivaient à long terme entre les nations. Nous invitons les gens qui écoutent via Facebook d'indiquer dans la section commentaires de quel territoire non cédé et ils se joignent à nous aujourd'hui. J'inviterai maintenant Yvonne Lapierre, maire de Dieppe, à dire quelques mots. Merci bien, Dylan. Alors, bonjour à tous. Il me fait grand plaisir de vous accueillir ici à Dieppe dans le cadre de ce dialogue public sur la diversité. La stratégie 2020-2024 de la ville de Dieppe en matière d'immigration s'appuie sur les priorités du conseil municipal de la ville de Dieppe et du conseil d'administration d'expansion de Dieppe. Et du partenariat, excusez-moi, j'oubliais notre partenariat local en matière d'immigration. Notre rôle comme municipalité est notamment d'adapter nos services pour permettre la valorisation de la diversité culturelle et promouvoir un dialogue multiculturel communautaire. C'est pourquoi un dialogue public comme celui-ci, aujourd'hui, est d'une grande importance. Vous aurez également l'occasion, au cours des prochains jours, de nous partager votre vision et vos propositions sur notre plateforme Dialogue Dieppe, où vous serez notamment appelés à nous indiquer comment faire savoir que Dieppe est une ville où s'épanouit la diversité. J'espère que vous participerez en grand nombre à ce dialogue Dieppe et que vous serez présents dans tous les médias sociaux. In the coming days, you will be invited to share your vision and ideas on our web. Vous serez invité à partager votre vision et vos idées sur notre plateforme Dialogue Dieppe sur comment mieux accueillir les immigrants. En terminant, je tiens à remercier Dialogue NB pour l'animation de cette importante discussion. Et là-dessus, merci à tous d'y participer et bonne discussion. Merci beaucoup, Maire Lapierre. Nous allons maintenant inviter Bénédicte Hendry, agent de la stratégie d'immigration, à nous faire quelques petites annonces. Bénédicte. Merci Nadine, merci Monsieur le maire. Je suis très heureuse d'être présente ici ce matin. Ça fait à peu près un peu plus d'un an, jour pour jour, le 18 juin de l'année dernière, nous dévoilions publiquement la première stratégie de Dieppe en matière d'immigration. Et cette stratégie découlait de tout le travail qui avait été fait d'un point de vue régional. Et pour la municipalité de Dieppe, c'était très important de pouvoir se positionner, étant donné que Dieppe est une ville francophone qui offre des services dans les deux langues. Et Dieppe a toujours cette volonté de pouvoir valoriser la diversité culturelle.
Et on pourrait se dire encore un autre dialogue sur la diversité culturelle, mais nous sommes dans une saison, nous sommes dans une ère où, en dépit du fait qu'on en parle beaucoup, il y a encore beaucoup de discrimination, il y a encore beaucoup de méconnaissance de la diversité culturelle et comment s'y prendre. Nous sommes tous animés de préjugés, que ce soit des préjugés conscients ou inconscients. Et donc, c'est un travail, c'est une tâche de longue haleine, c'est une tâche quotidienne à laquelle on doit tous s'évertuer. Et je suis très fière d'être à la ville de Dieppe, de travailler avec Expansion Dieppe pour pouvoir valoriser la diversité culturelle au sein de notre belle communauté. Et lorsqu'on parle de diversité culturelle, évidemment, c'est parce qu'il y a un brassage de cultures. La ville de Dieppe est quand même la plus grande ville francophone hors Québec. Donc, c'est un pôle d'attraction pour l'immigration francophone, autant à l'intérieur de la province du Nouveau-Brunswick, au Canada et aussi à l'international. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, nous avons inauguré les nouveaux locaux du siège social du CAFI, le Centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants du sud-est du Nouveau-Brunswick, ici même à Dieppe. Alors, c'est une très grande fierté pour nous parce que cela s'inscrit pleinement dans la vision de notre stratégie en matière d'immigration. Entre autres, les étudiants internationaux et les immigrants d'expression française sont des groupes qui ont des besoins particuliers dans notre communauté francophone minoritaire. Et c'est la raison pour laquelle on continue à mettre l'accent sur nos groupes prioritaires. Nous commençons depuis l'année dernière, depuis que notre stratégie, et puis même avant, plusieurs travaux sont en cours et nous travaillons pour avoir une meilleure représentativité des minorités visibles, des peuples autochtones, des personnes en situation de handicap, des femmes, à l'intérieur de l'appareil municipal. Donc, nous poursuivons nos efforts dans ce sens-là et évidemment, dans les prochaines années, c'est sûr que lorsqu'on a lancé la stratégie en matière d'immigration, on était en plein dans une pandémie qu'on ne savait pas nécessairement sur combien de temps elle allait s'étaler. On commence à voir le bout du tunnel. Donc, c'est une excellente nouvelle parce qu'au fur et à mesure, nous allons pouvoir nous déployer à travers des dates importantes comme la Semaine nationale de l'immigration francophone, la Journée internationale de la francophonie ou la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Donc, nous avons beaucoup d'événements qui vont prendre place, beaucoup d'activités à venir. Et le maire Lapierre en parlait tout à l'heure. À la suite de ce dialogue-là, nous avons le plaisir de lancer sur la plateforme Dialogue Dieppe un sondage où vous pourrez vous exprimer sur comment est-ce que les différentes installations de la municipalité, que ce soit l'hôtel de ville, le centre aquatique, la bibliothèque et j'en passe, comment est-ce que nos différentes installations peuvent mieux refléter la diversité culturelle. Alors, ce dialogue-là, ce sondage sera sur une période de 2 semaines. Donc, vous serez tous invités à pouvoir apporter votre contribution. Je ne vais pas prendre davantage la parole, donc je cède le micro à Nadine et merci beaucoup à Dialogue NB pour leur collaboration à la tenue de ce dialogue. Merci Bénédicte. J'ai le grand plaisir de vous annoncer les panélistes qui se joignent à nous ce matin. Muriel Berda, coordinatrice au recrutement, Mourad Badirou, étudiant à la maîtrise en santé publique à l'Université de Montréal, Lou Lavanchi, élève en 11e année à Mathieu Martin. Malheureusement, Jean-Yannick Egna, qui devait être avec nous ce matin, nous a envoyé ses regrets après avoir eu des problèmes de santé plus tôt cette semaine. Il est actuellement en convalescence et nous voulons le remercier pour sa participation à la vidéo tournée dans le cadre de cette activité et lui dire que nous sommes de tout cœur avec lui dans ces moments difficiles. Merci beaucoup, Dylan. Et avant de partager les directives, j'aimerais juste de souligner à quel point nous sommes fiers du nom de votre plateforme Dialogue Dieppe. C'est à souligner, hein? Nous endossons absolument. Alors, je vous partage une citation d'Arthur Chan pour débuter et qui nous guide chez Dialogue NB. C'est très approprié, en fait, pour le thème d'aujourd'hui. La diversité est un fait.
L'équité, c'est un choix. L'inclusion est une action et le sentiment d'appartenance, le résultat. Allow me to introduce the format of this dialogue today in case this is the first time. Permettez-moi de vous présenter le format de ce dialogue aujourd'hui, au cas où ce serait la première fois que vous participerez à l'un de nos dialogues. Un sujet et non d'atteindre la résolution. Si à la fin de ce dialogue, vous avez l'impression d'avoir appris quelque chose, notre mission, elle est accomplie. Sachez également que nous publions des rapports publics et que ceux-ci sont partagés avec les parties prenantes et disponibles au public via notre site web. En ce qui concerne le déroulement d'aujourd'hui, nous allons poser des questions à nos panélistes. Par la suite, nous aurons du temps pour répondre à quelques questions et nous entretenir avec les participants qui nous écoutent en ligne. Donc, vous pourrez écrire vos questions dans le clavardage. Nous vous demandons de respecter les principes suivants qui s'appliquent ici et de la même manière que sur nos plateformes des médias sociaux. Donc, nous invitons chacun à faire preuve de respect et de courtoisie dans la publication de ses commentaires. Les éléments suivants ne seront pas tolérés et systématiquement effacés. Donc, les commentaires diffamatoires, abusifs et obscènes, les déclarations discriminatoires fondées notamment sur le sexe, la religion, la nationalité ou l'orientation sexuelle, ainsi que les propos incitant à la haine ou à la violence. À toi, Dylan. Tel que la citation d'Arthur Chan le disait, la diversité, c'est un fait. La ville de Dieppe a bien saisi cette réalité et s'est dotée d'une stratégie d'immigration qui, en outre, vise à valoriser cette diversité culturelle et à promouvoir et soutenir un dialogue interculturel communautaire. Le thème d'aujourd'hui, le dialogue qui changeait ma vie, s'inspire justement de l'importance de dialogue. Parfois, il ne suffit que d'un instant, d'un lien qui se tisse avec une autre personne pour cultiver un sentiment d'appartenance. Nous l'avons appris en interviewant nos 4 panélistes au cours des derniers jours et en recueillant leurs témoignages. Chacun et chacune d'entre eux ont mis l'accent sur une rencontre avec des personnes qui a créé des déclics, qui a permis ce sentiment d'intégration. S'ouvrir les uns aux autres encourage la compréhension et le respect qui ouvrent nos cœurs. Les barrières tombent et il est alors plus facile de voir ce que nous avons en commun plutôt que nos différences. Nous allons maintenant écouter une petite vidéo. Je m'appelle Brenda, j'étais ma superviseure au service de logement et j'étais à l'université de Moncton et je vivais un stress énorme dû au fait que j'étais plus proche, genre l'isolation, l'isolement de mon pays natal. Et elle a pris le temps de discuter avec moi, de me faire vraiment découvrir la culture acadienne, c'est-à-dire tout ce qui est la poutine râpée, l'alpagne. Ça s'est passé en peut-être une conversation de peut-être 5 minutes et ça m'a poussé à vraiment explorer le nouveau territoire dans lequel je suis. Et ça a été un élément déclencheur qui, comme effet papillon, m'a permis vraiment de bien m'enraciner ici. C'était très difficile au début, jusqu'à ce que j'ai commencé une amitié avec une fille qui était métisse et qui avait vu que je ne me sentais pas plus acceptée de ça. Sa mère est acadienne et son père est jamaïcain. On n'a pas vraiment parlé plus que ça de sa culture, mais elle me parlait des expériences qu'elle a eues là-bas, et des expériences positives comme négatives. Elle m'a vraiment changé ma perspective sur les choses, et je me suis dit, bon, c'est pas parce que je suis migrante que j'ai pas le droit d'être comme les autres, même si je suis européenne. J'ai quand même créé un sentiment d'appartenance ici grâce à elle. En 2019, j'ai participé à la mobilisation de jeunesse organisée par le Centre de la francophonie des Amériques. C'était une activité qui réunissait les jeunes venus du Canada, les États-Unis aussi, et même l'Amérique du Sud aussi. On avait des gens de l'Argentine, c'est une amitié, et puis on apprend beaucoup plus des autres. Et parfois même, on a l'impression que l'autre est différent de nous. C'est vrai qu'il y a une différence, mais le fait d'échanger parfois nous fait comprendre que nous partageons quelque chose de commun. Ce n'est pas vraiment 1 + 1 = 2, mais 1 + 1 = 3 ou encore plus que ça.
En fait, pour être très honnête, moi j'ai fait toute ma vie, parce que moi je suis une franco-italienne qui grandit en France dans une famille italienne, mais qui va à l'école chez des petits Français, donc tout est différent. Donc ces dialogues-là, je les ai eus depuis toute petite, sauf que l'enfant, ben, je savais pas que les autres, ils étaient pas comme moi, quoi. Donc voilà, et encore aujourd'hui, alors que je suis là depuis presque 4 ans maintenant, bien installée, je continue dans ma lancée, puisque tous les jours, j'ai affaire à des cultures différentes, des gens qui viennent d'Afrique, des gens qui viennent de France, de Belgique, d'Amérique du Sud, je vais rencontrer des autochtones ici, je vais rencontrer des gens du monde entier, et tu dialogues et t'apprends. T'apprends pourquoi les gens font quelque chose, t'apprends d'où viennent les cultures, mais t'apprends aussi qu'il y a 1 million de similitudes. Donc cette ouverture d'esprit que j'avais quand j'étais petite, en fait, elle m'a jamais quittée. Mais en plus, elle n'a jamais quitté mes enfants. Donc, tu t'aperçois que tu transmets des valeurs. Je pense que c'est par un manque de connaissances sur d'autres cultures et sur d'autres différences, où les gens ils ont plus de préjugés, qui ne sont pas forcément volontaires, plus que ça, mais ils vont toujours être là. Et le meilleur moyen pour qu'on éradique un petit peu ce préjugé comme ça, c'est en parler, de parler de plusieurs cultures, de parler de plusieurs différentes personnes qui viennent ici. Les gens qui habitent ici, ils ont une histoire et ils ont quelque chose à donner. Et les gens qui arrivent ici, ils ont aussi une histoire et quelque chose à donner en échange. Et il y a énormément de similitudes. Il y a tellement de similitudes que si les gens commencent à se mettre à se parler, finalement, ils vont se trouver tellement de points communs que prendre la même route au même moment avec les mêmes personnes, ça va devenir beaucoup plus facile, quoi. L'unicité de nos différentes communautés ici à Dieppe peut permettre un essor social, économique de la région et puis le bien-être de tout le monde. Je pense que le futur, c'est le mixage, le multiculturel, c'est les gens de différents horizons qui vont vraiment former le Dieppe de demain. Et il faut qu'on commence la conversation dès maintenant. Quelle belle vidéo. Merci beaucoup à nos panélistes qui sont ici aujourd'hui, ainsi qu'à Jean, Yannick, Egnat. C'est vraiment, ça nous met dans l'esprit et c'est justement sur ces propos-là qu'on va poursuivre nos échanges et nos discussions ce matin avec vous. J'ai beaucoup aimé la citation de Jean-Yannick qui disait 1 + 1 = 3, parce que c'est vrai, c'est un effet multiplicateur, n'est-ce pas? Et puis, Mourad, je t'entendais dire, c'est le Dieppe de demain. Moi, j'argumenterais que lorsqu'on regarde la salle aujourd'hui, c'est le Dieppe d'aujourd'hui. Déjà. Donc, merci beaucoup pour ces propos. Donc, la première question que nous avons pour vous, très simple, on désire en apprendre plus à votre sujet. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques minutes qui vous êtes et ce qui vous a mené à Dieppe? Muriel, on va commencer avec toi, s'il te plaît. Oh, le micro, s'il te plaît, Muriel. Voilà. Désolée. Bonjour tout le monde. Bonjour Nadine. Merci déjà. Merci à Nadine. Merci à tout le monde pour avoir justement la possibilité d'être là aujourd'hui. Donc, qui je suis? Bonne question. C'est toujours pas facile pour les Européens de parler d'eux, mais on va le faire quand même. Donc, moi, je viens de France. Je suis une franco-italienne. Je suis arrivée ici il y a à peu près 4 ans. Donc, j'étais un chef d'entreprise en France. J'ai été conseillère municipale aussi pendant presque 12 ans, au service de la facilitation de l'installation des étrangers, venant un petit peu de partout. Aujourd'hui, donc, en fait, le multiculturalisme, ça a toujours été présent et dans ma vie et dans ma carrière, puisque moi, je travaillais comme en France, en fait, l'entreprise que j'avais était destinée à guider les gens à venir investir sur la Côte d'Azur. Et c'était des gens souvent à 95% qui n'étaient pas des Français. Donc, j'ai envie de vous dire du monde entier. Ça pouvait aller de Dubaï jusqu'aux États et en passant par l'Europe. Et
Et ça m'a toujours enrichie. Ceci dit, j'ai commencé à voyager quand j'étais vraiment toute petite et à faire des gros échanges avec des lycées ou des écoles européennes. Et au bout d'un moment, la diversité, elle s'est installée dans mon quotidien. Donc aujourd'hui, je suis coordinatrice au recrutement pour un foyer de soins et je suis principalement axée sur l'international. Donc, je recrute des gens qui viennent du monde entier sur une base quotidienne. Qu'est-ce qui m'a emmenée à Dieppe et qu'est-ce qui m'a emmenée au Nouveau-Brunswick? J'ai envie de vous dire que la première chose, c'est les gens. C'est vraiment les gens parce que cet esprit de communauté, cet esprit d'ouverture, cette gaieté, parce que croyez-moi, ça rigole beaucoup et moi, ça fait chaud au cœur, m'ont emmené ici et la diversité culturelle, pouvoir être qui je suis, c'est-à-dire quelqu'un de mélangé, quelqu'un avec une histoire dans différents pays, avec des apprentissages dans différents pays. Ici, je me sens bien parce qu'il y a plein de gens comme moi et puis parce qu'il y a des ouvertures. Donc, c'est pour ça que j'ai quitté la France il y a 4 ans. Et puis, j'avais aussi envie que mes enfants vivent autre chose. Et je pense que Dieppe est très... déjà, au niveau de la francophonie, c'est vraiment très représentatif. Et puis voir que le maire Lapierre met en place, la municipalité de Dieppe met en place une stratégie pour justement favoriser tout ce qui est et adresser tous les défis que peuvent rencontrer des immigrants en sachant que Dieppe, francophonie plus grande après le Québec, c'est important. Et puis en fait, moi ici, je me sens chez moi, quoi. Déjà. Merci beaucoup, Myriel. Mourad, on va se tourner vers vous pour entendre votre histoire. OK. Moi, je suis venu au Canada exactement le 28 août 2013 et j'étais venu pour soutenir ma sœur. Et l'accueil était très extraordinaire au Nouveau-Brunswick. Et le but était juste de venir pour les vacances et de retourner en France. Et finalement, je suis resté. Et moi, j'ai étudié à l'université de Moncton. J'ai obtenu un bac en kinésiologie. Et parallèlement à cela, je suis DJ professionnel. Je fais de la musique, je produis. Et ça m'a permis vraiment de découvrir beaucoup de choses, aussi au Nouveau-Brunswick. Et j'habitais juste sur la Gauvin. Et quand j'ai déménagé à Montréal pour ma maîtrise, je suis devenu, malgré moi, un défenseur du Nouveau-Brunswick et de Dieppe parce que j'ai beaucoup d'amis avec qui j'avais étudié en kinésiologie qui font la physiothérapie à Ottawa. Et ils étaient non, on a quitté le village, ainsi de suite. Et c'était devenu un gros débat. Et quand, l'année passée, avec le coronavirus, j'ai senti que j'ai une famille ici. Donc, ce qui m'a vraiment poussé à revenir, m'installer et essayer de me développer ici. Donc, en gros, c'est ça. Je suis en train de finir ma maîtrise en santé publique. Et bon, en gros, c'est moi. Merci beaucoup, Mourad. Lou, on va écouter ton histoire. Qui es-tu? Merci de m'avoir amené aujourd'hui. Je m'appelle Lou Lavanchi, j'ai 15 ans. Je suis originaire de Suisse. Mes parents ont décidé de venir ici parce que c'était une place francophone déjà. J'étais déjà venue ici en 2013 comme voyageur repère. Ils avaient beaucoup aimé la culture et les gens ici. Donc, ils nous ont amenés ici. Ça fait à peu près 6 ans qu'on habite ici. J'habite à Mapamcook. Et malheureusement, je n'ai pas autant de choses à dire que Muriel ou Mourad parce que je n'ai pas autant d'expérience que vous. Mais je suis très contente d'être ici et j'apprécie beaucoup mon expérience en tant qu'immigrante. Merci beaucoup à vous trois. Prochaine question. Au cours de votre vie, avez-vous participé à un dialogue qui a renforcé votre intérêt pour la diversité culturelle? Pouvez-vous nous raconter cette expérience? Mourad, vous pouvez commencer. Ah, ok. Je n'ai même pas fait mon micro. Moi, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'était avec Brenda.
Et c'était ma superviseure au service de logement. Et ça, je le dis à tout le monde. Je pense que tout le monde connaît mon histoire, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que je pense que si je n'avais pas eu la chance de discuter avec elle, je n'allais peut-être pas emprunter ce chemin-là qui m'amènerait jusqu'ici. Parce elle a pris le temps de discuter avec moi, de me faire découvrir la culture. Et oui, c'est pas, Brenda a été Madame Brenda a été l'élément déclencheur pour moi qui m'a permis de m'ouvrir à d'autres personnes et comme par exemple Olivier Bayrou avec qui je suis très très souvent et c'est pas une personne et juste une petite anecdote c'est que on était en cours, je pense que c'était le cours de sociologie de Monsieur Roger Leblanc et c'était la journée où on devait porter du rose. Et j'ai décidé de porter du rose. Et Olivier aussi a porté du rose. Et on avait fini les cours et nous sommes partis. Je lui ai proposé qu'on aille manger comment on appelle, au restaurant. Et nous sommes partis au buffet. Et tout le monde était étonné de voir un homme noir, un homme blanc, en rose, manger ensemble. Et on était à table et tout le monde venait, c'était vraiment drôle en même temps. J'ai non mais pour moi c'était une preuve d'ouverture d'esprit et de mon sentiment d'appartenance à ma communauté. Donc c'est vraiment, je vais dire juste pour finir que c'est vraiment ma discussion que j'ai eue avec Madame Brenda que je vais jamais oublier, qui m'a vraiment marqué et m'a guidé à travers mon chemin jusqu'ici. Merci Mourad. Maintenant, je vais passer la parole à Lou. Merci. Ma discussion que j'ai eue avec un dialogue, c'était avec une fille, comme j'ai mentionné aussi dans la vidéo. J'allais à une école avant, ici, à Memram Cook, et j'ai eu quelques petits problèmes d'intégration. Ça se passait pas super bien, si je suis honnête, mais j'ai commencé à lui parler durant ma dernière année à l'école à Bellandry. Et on a commencé à se parler toutes les deux. Elle avait déjà des expériences négatives parce qu'elle était métisse. Donc, elle connaissait un petit peu les genres de struggles par rapport à ça. Et je lui ai parlé de comment je me sentais, mes préoccupations. Elle m'a vraiment ouvert les yeux. Elle m'a vraiment prouvé que je pouvais m'intégrer, même sans l'accord des autres ou si j'étais pas dans un environnement favorable à ça. Elle m'a vraiment aidé à m'intégrer et je l'oublierai jamais. C'est vraiment une belle expérience. Merci Lou. Et pour finir avec Muriel. Merci Dylan. Ça va être un petit peu difficile de trouver un moment, désolée, mais j'en ai plein. Mais je pense que si je regarde, et j'en ai plein quotidiennement d'ailleurs, merci tous ceux qui m'aident à avancer. Si je regarde ce qui a particulièrement changé ma vie, c'était au tout début que j'étais ici. Donc, je fréquente le marché de Dieppe, mais en tant que cliente. Et puis, je rencontre Suzanne Lévy-Peters qui est là et qui propose de donner des informations sur sa culture. Donc, Suzanne est Mi'kmaq, elle vient d'El Sibuktu. Et on commence à discuter, et parce que vous avez bien compris que je suis quelqu'un de très curieux, donc je commence à poser plein de questions. Et là, elle m'informe de deux choses que je savais au fond de moi, mais je pense qu'elle a vraiment mis le pied sur beaucoup de choses. La première, c'est qu'elle m'explique la rencontre entre les Acadiens et le Mi'kmaq et la reconnaissance par le fait que les Acadiens portaient des croix autour du cou et que le drapeau Mi'kmaq était la croix à l'envers. Donc, ils trouvent un signe, la même chose chez les deux et ça connecte. Et puis après, elle m'explique la valeur. On parle de couleur, on parle d'artistes, en fait, et la chose vient comme ça. Et elle m'explique qu'en fait, nous, population mondiale, peu importe notre couleur, on représente chacun un élément. Alors, qui le feu, qui l'air, qui l'eau, qui la terre. Et elle m'explique que tout ça ensemble, si tu n'as pas tout ça ensemble, tu ne peux pas fonctionner. Et qu'en fait, et
Est-ce que je le savais avant? Bien sûr que oui. Mais le fait qu'elle en parle et que peut-être c'était la représentation graphique, la représentation des couleurs, en fait, ça m'assoit dans ce que je pense. Oui, on a tous besoin de s'ouvrir les uns aux autres pour fonctionner. Mais ça, je dirais que ça a été même un petit peu plus loin parce que de cette discussion naît un projet, puisqu'à l'époque, mon mari travaillait pour le marché de Dieppe et de Chédiac, et l'organisation d'un powwow à Chédiac. Tout ça, c'est né de là. Moi, j'apprends plein de choses, mais je ne suis pas la seule à apprendre plein de choses. Et voilà quoi. Un simple dialogue, la simple envie d'aller en savoir plus, voilà à quoi ça peut amener. Aujourd'hui, c'est une amitié que je chéris bien évidemment. Et puis, c'est une découverte de culture, c'est une découverte de façon de faire, c'est une découverte de plein de choses et ça en rajoute à ma connaissance de l'Acadie, à ma connaissance de mon nouveau chez moi, en fait. Merci beaucoup à vous trois. On va maintenant creuser ceci un peu plus. Vous avez eu ces moments, ce moment ou ces moments pluriels. Quel a été l'impact sur votre vie personnelle, professionnelle, d'avoir ce déclic, que ce soit avec cette Brenda, avec ton amie Lou, avec Susan et autres, Muriel? Quel a été cet impact personnellement et professionnellement? Donc là, on commence avec Lou, cette fois-ci. Comme je l'ai dit, j'avais beaucoup de difficultés à m'intégrer au début. Et cet impact, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que j'ai le droit de m'intégrer, que j'ai le droit de me sentir chez moi ici. Et elle m'a vraiment changé toute ma perspective sur le fait que j'avais déménagé ici. Au début, j'étais plus refermée sur moi-même. Elle m'a vraiment ouvert les yeux. Elle a dit que j'avais le droit de m'intégrer et qu'elle comprenait aussi les problèmes que j'avais eus, les problèmes qu'elle avait eus elle aussi. Et elle a vraiment changé toute une perspective sur l'intégration dans les nouveaux pays. Et j'ai forcé ma présence là-bas, à l'école et même au Dieppe. Et je me suis un petit peu installée ici grâce à elle, mais vraiment. Lou, j'entends un peu dans ce que tu nous racontes. Est-ce possible, c'est le sentiment de ne plus te sentir seule? Oui, effectivement. C'était un petit peu difficile avant parce que j'ai commencé dans une nouvelle école en 5e année et j'ai dû aller dans une autre école. En plus de ça, j'ai changé complètement de pays. Donc, je me sentais très seule, oui. J'avais aucun sentiment d'appartenance ici. Elle a vraiment créé, elle m'a un petit peu créé un chemin pour ça, pour que j'y arrive vraiment. Oui, effectivement. Merci. Muriel, si tu veux nous partager cet impact personnel, professionnel. Alors, c'est un impact, encore une fois, qui a lieu depuis des années, mais qui a lieu tous les jours, puisque moi, j'embauche des gens qui viennent d'à peu près partout. Mais le fait d'avoir cette ouverture et de connaître différentes cultures, ça me permet de donner des clés à la fois aux gens qui viennent travailler, à la fois, je le fais aussi au niveau de la communauté, et je suis très contente de le faire, de donner des clés à tout le monde pour justement limiter les défis. Quand on sait comment les gens fonctionnent parce qu'ils sont de telle ou telle culture, alors ça prend souvent pas grand-chose pour que les deux arrivent à se comprendre. Et je m'aperçois que très souvent, un dit quelque chose, l'autre dit la même chose, mais comme c'est peut-être pas dit de la même façon, ou ça vient pas de la même expérience, ou pas de la même culture, c'est interprété complètement différemment. Donc le fait d'être capable et d'avoir la chance de pouvoir donner des clés aux deux, oui, ça vient de l'ouverture et de ce que les gens de différentes cultures ont pu me donner. Quand les Acadiens viennent m'expliquer quelle était leur enfance, quand ils viennent m'expliquer leur vécu et le fait de relater à tout ça, ça me vient aussi à essayer de protéger, comme le disait Lou, à essayer de protéger un petit peu les enfants des nouveaux arrivants qui arrivent
et ce qu'elle a vécu, c'est très fréquent. Donc, quand tu expliques que tu n'es pas tout seul, tu fais déjà une différence. Parce que je ne suis pas tout seul. C'est arrivé à quelqu'un d'autre. Ok, je ne suis pas bizarre. C'est tout le monde qui fonctionne comme ça. Voilà. Donc oui, ça ouvre pour moi plein de portes, à la fois au niveau professionnel et aussi au niveau personnel, puisque ça me permet de poser des questions, d'apprendre des nouveaux mots, d'apprendre des nouvelles langues, des nouvelles façons de dire. Et ça fait aussi partie de l'intégration, quoi. Donc oui, ça a changé. Voilà ce que ça me permet de faire sur une base tout à fait quotidienne. Merci beaucoup, Myriel. Mourad. Il y a une chose que je vais peut-être mentionner et Brenda m'avait dit parmi les nombreuses discussions que j'ai eues avec elle, parce que je la vois chaque fois, parce que j'étais gérant à la résidence et Médard Colette. Donc, chaque fois que je descends, il fallait que je passe devant le bureau. Donc, parmi nos nombreuses conversations, et chaque fois, quand quelqu'un me demande comment tu te sens, je dis toujours, je suis fatigué, tout le temps. Et elle m'a dit, tu sais quoi, même si on n'a commencé pas à discuter, et elle m'a dit, même si l'habit ne fait pas le moine, Mourad, les gens vont d'abord te juger à travers ton apparence. Et il y a des gens, c'est la première apparence qui est vraiment importante et ça va te permettre d'avoir d'autres opportunités. Et elle m'a dit, tu sais quoi, faisons l'essai. Parce qu'avant, c'était, je le fais encore de temps en temps, mais très souvent, j'étais jean baissé, hip-hop, très souvent parler en cours normalement. Et c'était peut-être, on a peut-être discuté un mercredi. Et le lundi, j'ai changé. J'avais quelques chemises que je ne portais plus vraiment. Donc, j'ai recommencé à porter des chemises et des jeans. Et je l'ai porté pour une semaine. Et j'ai remarqué la manière dont le professeur a, de manière inconsciente, même mes amis, la manière dont j'étais abordé, ou bien la manière dont j'étais considéré, c'était complètement différent. Et j'ai remarqué qu'à travers ça, les gens me regardent autrement et me considèrent plus. Et en continuant sur cette lancée, ça m'a fait changer beaucoup au niveau de mes perspectives parce que, par exemple, c'est aussi grâce à ça que j'avais fait une collecte pour les sans-abri, je pense que c'était en 2015, et nous avons rassemblé près de $8 000. Et je peux pas, comme je l'ai dit, c'était comme ça s'enchaînait parce que ça a complètement changé ma personnalité de A à Z. Et je ne pensais même pas faire une maîtrise, je ne pensais même pas continuer mes études. Moi, mon rêve, c'était vraiment finir mon bac et me lancer dans la musique, ce que j'aime d'ailleurs. Mais ça m'a vraiment changé, ça m'a vraiment permis d'avoir beaucoup plus d'opportunités. Je suis dans différents comités présentement et j'ai tellement... Je me dis, il y a beaucoup de choses que je fais présentement et si je n'avais pas eu cette conversation avec elle, je ne l'aurais peut-être pas, probablement pas. Et ceci, l'un des éléments, c'est à travers la manière dont je m'habille. Donc, c'est quelque chose qui m'a marqué. Donc, je me suis dit, peu importe où je pars, peu importe, aussi longtemps que ça soit officiel, je me mets en costume. Toujours. Parce que il y aura toujours une personne que tu vas rencontrer pour la première fois et il faut que tu puisses lui donner une bonne impression de toi. Donc, c'est ça qui m'a rendu jusqu'ici. Dylan, avant qu'on aille à la prochaine question, je veux juste renchérir là-dessus. Mourad, j'ai l'impression que Brenda a été un peu comme une maman. Oh oui, définitivement. Définitivement, elle était toujours... Quand je sortais, OK, Mourad, monte ton jean, ça n'a pas d'allure. Toi, là. Elle était très, très gentille. Elle était vraiment une mère. Je me rappelle, j'étais au service de logement et en tant que gérant, j'ai les clés de toutes les chambres. C'est-à-dire, en cas d'accident, en cas de feu, il faut que je puisse ouvrir ou bien... Donc, moi, j'ai perdu ma clé passe-partout et c'est environ près de $10 000 parce que 10 000 ou bien 20 000 parce que si c'est que je perds ma clé, il faut qu'on change les clés de toutes les portes parce que une personne qui a la clé peut avoir accès au bâtiment. Et
c'était la première personne que je suis allé voir et elle est venue chercher la clé avec moi après son travail jusqu'à peut-être 20h, 21h même. Et ça m'a vraiment, c'était comme une maman pour moi. Et chaque fois, quand j'ai l'occasion, je vois, c'est ma maman acadienne ici. Super, merci beaucoup. Et selon vous, comment le dialogue peut-il agir comme une clé en faveur de la diversité culturelle à Dieppe? Je continue? Vous pouvez commencer, Muriel. Pardon. On peut échanger, moi ça ne me dérange pas. Comment le dialogue peut changer la diversité culturelle à Dieppe et faire avancer Dieppe? Déjà, Dieppe, c'est une ville qui est tellement dynamique, c'est une ville qui grandit tellement vite que le dialogue à travers la diversité culturelle, moi je le vois de façon très professionnelle. Quand vous avez beaucoup de cultures différentes qui ont quelque part des besoins différents, et à la fois, ça vous fait un accès à de la main-d'œuvre différente. Donc, quand vous les intégrez dans vos entreprises, vous les intégrez dans vos développements, vous gagnez 2 fois. La première fois, parce que bien évidemment, vous avez accès à d'autres façons de faire. Vous avez accès à peut-être des choses qui vont faire avancer. Et puis, sortir de sa zone de confort, c'est facile pour personne. Mais souvent, c'est pour trouver autre chose et pour partir sur une autre aventure. Mais à côté de ça, vous avez aussi accès à la connaissance à l'intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va plaire à cette culture, comment est-ce que je vais distribuer ceci, comment est-ce que je vais m'adresser à telle ou telle personne, est-ce que même dans des métiers de service, est-ce que je dois parler d'une certaine façon ou pas de l'autre, qu'est-ce que je peux échanger. Et là, on crée à la fois de la richesse pour la population, de la richesse d'échange à la fois pour ceux qui arrivent et pour ceux qui sont déjà là, mais on crée aussi une énorme richesse avec un tissu économique et en employant des gens qui viennent d'ailleurs, en proposant différentes choses. Si on propose différents produits qui ne sont pas forcément acadiens, automatiquement, on fait connaître une culture aux gens d'ici. Ça donne une curiosité. La preuve en est, j'ai goûté la poutine râpée. Voilà. Et moi, je crois beaucoup au jumelage. Je crois au jumelage parce que j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune avec l'Allemagne, avec différents pays. Et je crois au jumelage à la fois en tant que personne, en tant que famille, mais j'y crois en tant que dans les entreprises, sur la base du volontariat, parce que c'est comme ça que vous avez les informations de l'intérieur. C'est parce que comme ça qu'on découvre, comme dit Lou, comment est-ce que je vais faire à m'intégrer, quelles sont les clés que je vais avoir. Et puis, c'est un échange. Moi, je sais que dans ma vie, j'ai fait ça avec les États-Unis. Ça a fini avec moi. Moi, j'ai la chance d'avoir un papa et une maman adoptive qui sont là depuis, vous allez savoir l'âge que j'ai, mais qui sont là depuis très, très, très longtemps. Qui, comme j'avais perdu mes parents biologiques, sont venus m'aider en France. Voilà. C'est ma famille, ce sont mes parents. On a fêté leurs 50 ans de mariage l'année passée, il y a 2 ans. Voilà, ça met en place des liens qui peuvent durer, comme dit Mourad, ça part de rien et ça peut durer toute une vie et faciliter la vie à tout le monde. Merci Muriel. Maintenant, je vais passer la parole à Mourad. Je ne sais pas si c'est la même chose chez Bénédicte en Côte d'Ivoire, mais chez nous, au Bénin, quand une personne âgée, plus âgée que toi te parle, tu ne regardes pas la personne dans les yeux, tu baisses la tête pour écouter. Et j'avais demandé une rencontre avec mon professeur et mon professeur m'expliquait le cours. C'était un cours de génétique. Il m'expliquait le cours, mais j'avais la tête baissée juste parce que je ne voulais pas forcément le fixer pour lui manquer de respect. Et il m'a dit, mais finalement, tu m'écoutes ou... Et en discutant, je lui ai fait comprendre que par respect, je ne pouvais pas le regarder je ne peux pas le fixer dans les yeux juste pour le respecter. Et il m'a dit, non, 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 ça ne me dérange pas. Ici, tu peux me regarder, il faut que je puisse voir, il faut que je puisse savoir que tu me suis. Et ceci, je le sais à travers ton regard, le fait de savoir que tu me regardes. Et ça met un élément important en évidence, c'est le dialogue, c'est-à-dire c'est de pouvoir connaître
ce que l'autre, genre, quelles sont les attentes de l'autre, quelles sont les cultures, quelle est la culture de l'autre et quelle est ta culture. Et mon professeur, M. Roger Leblanc, et à travers un de ses cours, nous a dit, on nous dit souvent, il faut traiter les autres comme on aimerait être traité, mais ce n'est pas tout le temps vrai parce que les autres aimeraient être traités comme dans leur culture, parce que, par exemple, si c'est que moi, je voulais être traité de la manière dont mon professeur voulait, je n'allais jamais le regarder dans les yeux. Donc, je pense que le dialogue, c'est la base au fait pour pouvoir construire tout, parce que ça vous permet de découvrir ce que votre interlocuteur a à offrir et de votre côté aussi, et que ce soit sur le plan économique, surtout humain, parce que je pense que présentement, avec tout ce qui se passe, on met de côté le côté humain. Et je pense que du côté humain, c'est très, très important de vraiment discuter, d'aller vers l'autre. Et c'est vraiment ça pour moi. D'accord. Merci, Mao. C'était très intéressant. Et pour Lou? Comme Mourad l'a dit, le dialogue, c'est la base pour une très bonne relation. Ben, c'est la base de toutes les relations. La communication est très importante. Si tu n'as pas de communication, il y a des malentendus. Ça va pour les relations interpersonnelles, les relations entre les pays, les relations dans tout. Et si on n'a pas de discussion entre différentes personnes de différentes cultures, on va toujours avoir des préjugés, voulus ou non, conscients ou inconscients, comme tu l'as dit toi aussi. Et ça mène à des problèmes culturels, des problèmes comment dire, où tu as des mauvaises images des gens, où tu as une mauvaise impression, et ça vient juste de malentendus. Et je pense que c'est très important de parler d'autres cultures, de se présenter, de les présenter, apprécier les cultures des autres, respecter, mettre des limites, et juste se parler, parce que c'est la base de tout, comme je l'ai dit. Et si on commence à présenter d'autres cultures, surtout ici, il va y avoir une expansion de beaucoup de choses, une meilleure compréhension. Et je trouve que c'est très, très important. Comme ça, les gens vont mieux comprendre et il y aura moins de problèmes d'intégration comme on l'a tous eu. Je pense qu'il ne devrait pas être normal, même si parfois c'est dur de s'intégrer. Mais si on parlerait plus de différentes cultures, il y aurait une meilleure intégration des gens. C'est ce que je pense. J'aimerais qu'on fasse un peu de pouce sur ce qu'on vient d'entendre. Lou, tu parles de préjugés. L'an dernier, nous avons fait un dialogue sur les préjugés inconscients. Pour ceux qui se rappellent, nous avons appris effectivement que c'est scientifique, hein? Le cerveau, on ne peut que retenir, je pense, là, je dis un chiffre comme ça, mais c'est comme 10 000 informations, alors qu'on est exposé à des millions d'informations. Et c'est comme si tout le monde en a un sac à dos et c'est à nous de, justement, s'ouvrir et de mettre des nouvelles informations, des nouveaux outils dans notre sac à dos. Donc, ce que Mourad expliquait tantôt, cette nuance culturelle, n'est-ce pas, de ton pays et ici. Ça, là, c'est tellement, tellement important parce que si Roger ne te l'avait pas dit, n'est-ce pas, tu ne l'aurais pas su. Que, ah, mais ici, oui, on peut regarder les gens dans les yeux ou vice-versa. Toi, tu n'aurais pas eu la chance d'exprimer le pourquoi. Donc, les référents culturels sont tellement importants. Puis, je me pose la question, est-ce que vous avez des idées sur comment on pourrait justement plus partager ces nuances culturelles-là avec les gens d'ici? Je pense que l'une des meilleures choses à faire, c'est à travers les activités. Et il faut pouvoir briser la glace. Ce qui est vraiment important, c'est le 95%, c'est de briser la glace parce que les gens ont vraiment du mal à aller vers l'autre. Et je pense que si c'est qu'on pouvait avoir, c'est pas un genre d'activité ou bien un type, sincèrement, c'est toujours facile de proposer. Donc, je ne vais pas essayer de créer n'importe quoi, mais je pense que le 95% du travail,
c'est de pouvoir briser la glace parce que personne n'est. Quand tu brises la glace et tu vas et tu es de l'autre côté, tu vois que l'autre personne n'est pas forcément très différent, mais n'est pas forcément le monstre qu'il pense être derrière la glace. Donc, je pense que c'est une chose vraiment importante de pouvoir trouver un moyen de briser la glace et de pouvoir rapprocher les communautés, que ce soit euh, immigrants ou personnes vivant originaires d'ici. Moi, je pense que c'est aussi par l'éducation à l'école, parce qu'on est forcés, nous les jeunes, et ça commence très tôt, les préjugés qui viennent des parents, qui viennent de l'école aussi, parce que l'école joue un très grand rôle dans le développement. Donc, je pense que si on commence déjà à la racine et qu'on présente des différentes cultures, des différentes personnes et des différentes coutumes, ça va briser la glace, comme tu l'as dit, pour s'intégrer et intégrer d'autres personnes. Faut surtout ici présenter les coutumes et les cultures autochtones. Je trouve que c'est très important pour leur redonner un petit peu. Et aussi présenter des cultures africaines, des cultures qui viennent d'Amérique du Sud, des différentes cultures de partout. Et ça va casser un petit peu plus les préjugés que les gens pourraient avoir. Et aussi utiliser les réseaux sociaux parce qu'on est tellement plus dessus à cause de la Covid. On est plus sur nos téléphones parce qu'on a moins de choses à faire, on a moins d'interactions et les réseaux sociaux sont devenus la première source d'interaction entre nous. Donc je pense que c'est très important d'en parler là-dessus et à l'école parce que c'est la racine un petit peu de tout ce qu'on pense et nos préjugés sur certaines choses. Muriel, je te permettrai de renchérir, mais je veux juste intervenir rapidement sur ce que je viens d'entendre. Et puis, Dylan, je t'invite aussi là, à participer, de raconter un peu ton histoire ou même de juste de renchérir sur ce que tu entends parce que Lou et toi, vous avez à peu près le même âge. Donc, qu'est-ce que peut-être prenons une pause. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on a entendu à date? Alors, je pense que c'est vraiment très intéressant, surtout quand on parle de diversité culturelle. Et comme a dit, on voit que c'est vraiment très présent. Et d'ailleurs, moi, d'après mon expérience, je trouve que c'était vraiment difficile, l'intégration surtout, parce que c'est pas forcément la même communication, les mêmes langues. Même si on parle le français aussi, il y a toujours des expressions, il y a aussi beaucoup d'anglicisme et du coup, c'est juste rien qu'au niveau de la communication, c'était déjà compliqué. Mais heureusement, je pense que à force de parler avec des amis canadiens qui connaissent très bien comme toutes les expressions, les langues et tout ça, je trouve que c'est vraiment intéressant d'apprendre vraiment plus sur eux. Et aussi, j'avais une question pour Mourad. Quand tu parlais de baisser les yeux, lorsqu'on parlait à une personne âgée, comment est-ce que tu te sens maintenant à chaque fois que tu parles avec une personne âgée? Est-ce que tu es à l'aise quand tu discutes même sans regarder dans les yeux? Ça dépend du contexte. Une chose que j'ai appris, c'est quand même bien parce que de manière professionnelle, quand je rencontre des gens, mais quand je suis dans des réunions, je peux comme regarder les gens dans les yeux, mais quand je rentre en Afrique et je suis au Bénin, il faut que j'applique la culture appropriée parce que quand je vais saluer mes oncles, mes grands-parents, il faut quand même que j'applique parce que c'est aussi ça la chose, parce que je pense que c'est une richesse de connaître différentes cultures et pouvoir les appliquer quand il se doit. Donc, moi, je pense que pour moi, c'est un plus. Donc, quand je suis ici, je n'ai pas forcément de mal, mais à des moments donnés, j'ai encore un peu le réflexe. Par exemple, quand je parlais à Monsieur le maire, tantôt, par réflexe, j'avais déjà baissé les yeux, j'avais mis les mains derrière, juste pour donner de l'espace. Et après, je me suis juste remis. Normalement, j'ai regardé le visage. Je suis encore en train de travailler là-dessus, mais ça revient. D'accord, merci. D'ailleurs, je voulais aussi dire que j'avais entendu quelque part que ce qui est bien, la richesse d'avoir deux cultures, c'est que on est moins enclin à penser d'une seule façon, comme on peut penser de plusieurs façons sur un sujet. Et je trouve que c'est vraiment très bien de penser à ça.
Bénédicte, est-ce que toi, tu voudrais ajouter? Merci de me donner la parole. J'aurais beaucoup à dire parce que ma vie personnelle, mon parcours est teinté de la diversité culturelle et pour la petite histoire, du moins pour ceux qui me connaissent, ils savent que mon mari est d'une autre culture et j'étais très surprise lorsque, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et j'ai passé plusieurs années en France et ensuite au Canada depuis 2005. Et j'avais remarqué que dans la culture canadienne, en tout cas du moins dans l'endroit où j'habitais, c'était pas nécessairement... les hommes avaient plus tendance à laisser les femmes faire des avances plutôt. L'attitude, l'approche était très différente. Alors j'étais très surprise lorsque celui qui est mon mari a osé venir m'adresser la parole. Je me suis dit, planète, est-ce qu'il venait? Parce que j'ai trouvé ça très étrange, parce que ce n'était pas la façon habituelle de fonctionner. Par la suite, j'ai compris, lui-même avait déjà baigné dans un environnement très multiculturel, donc son approche était différente. Et dans le quotidien, le dialogue doit s'installer. Parce que même dans l'éducation d'un enfant, nous avons un petit garçon de 6 ans. Et déjà, à ce niveau-là, on se rend compte que les préjugés commencent déjà à s'installer. Lui, dans son jargon, il ne va pas nécessairement encore dire les noirs, les blancs, mais il va dire, lui, il est brun clair, son papa est beige et sa maman est brune foncée. Donc, lui, il est encore dans cette dynamique-là. Mais il est revenu un jour de l'école avec une histoire qui m'a quand même fendu le cœur. Et j'étais surprise qu'à cet âge-là, déjà, les préjugés commencent à s'installer. Il nous pose la question comme ça dans la voiture. Est-ce que c'est vrai? En fait, c'était un peu dans une période où on entendait beaucoup parler de l'histoire de George Floyd aux États-Unis, donc tout ce qui s'était passé. Et il demandait, mais est-ce que c'est vrai que les Bruns comme moi, les policiers ne nous aiment pas et que les policiers vont nous amener en prison? Il n'a même pas dit prison, il a dit à la jail. Donc déjà, automatiquement, je savais que ce n'était pas une histoire qu'il avait inventée parce qu'on parle français. Et il a demandé, mais la jail, ça veut dire quoi? Alors j'ai compris que ça venait du discours. En fait, c'est un de ses amis qui avait tenu ce discours-là. Donc on parle d'un petit garçon quand même de 6 ans. Et Lou en parlait tout à l'heure, l'éducation est très importante parce que ça commence très rapidement. Si on n'incite pas, si on ne tient pas un certain nombre de discours haineux, si les enfants ne l'entendent pas, ils ne vont pas les copier. Mais ce sont des éponges à cet âge-là et ils ne font qu'absorber tout ce qui se dit autour, que ce soit bon ou pas. Quand ils seront grands, ils vont apprendre à faire le filtre. Mais surtout lorsque ça vient d'un milieu familial, automatiquement, le discours commence à être intégré. Et donc, le dialogue est très important parce que dès le bas âge, il faut commencer déjà à pouvoir en parler. On ne peut pas simplement s'arrêter au fait que les choses vont se faire naturellement. Les choses ne se feront pas naturellement. Par exemple, Mourad, naturellement, il ne va pas regarder une personne plus âgée que lui dans les yeux. Ça va être un effort conscient. Ça signifie qu'il faut être proactif dans toute cette démarche de dialogue, de diversité. Ça commence par le dialogue et beaucoup d'autres choses qu'on peut mettre en place. C'est le point de départ, mais de partir du principe où l'un ou l'autre, peu importe sa culture, n'est animé d'aucune mauvaise intention. Donc, à la base, en posant des questions, tout part de la curiosité, de pouvoir comprendre l'autre. Mais le dialogue est important parce que même si on parle la même langue, et Dylan en parlait, même si on parle la même langue, même si on parle français, les expressions idiomatiques sont différentes, ne font pas nécessairement référence à la même chose. Donc, le dialogue est la base. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup le travail qui est fait au niveau de Dialogue NB, tout ce qui fait référence à la cohésion sociale. Alors, j'aurais beaucoup d'histoires à raconter, mais je ne suis pas panéliste aujourd'hui, alors ça fera l'objet d'un autre dialogue.
Non, non, mais là, on est dans la période d'échange, là, donc vraiment, vous intervenez. Dis-là encore une fois, tu interviens quand tu veux. Moi, je veux toucher le point de vue de l'école et du curriculum, parce qu'il y a des gens de ma génération, Guy qui est avec nous se rappellerait ça aussi. Nous n'avons pas eu la chance d'avoir le curriculum qui enseignait justement l'apport des Autochtones, l'histoire de l'esclavage ici au Nouveau-Brunswick. Hein. On a tendance à penser que parce qu'on est Canadien, on est un pays qui fait la promotion de la diversité et tout ça. Et tout cela, c'est vrai. Mais on ne peut pas nier non plus l'histoire. Et des gens comme nous qui ont grandi, on n'a pas été exposés. Et comme quoi, Bénédicte, tu le disais si bien, les préjugés, tout d'un coup, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est inculqué d'un jeune âge. Et donc, moi, je me souviens, grandissant dans la péninsule acadienne, n'étant pas très exposée aux Autochtones, ils ne venaient pas dans nos polyvalentes ou dans nos écoles. Mais quand on passait par Négua, quand on allait à Miramichi, ou on allait dans la région du Sud-Est, on passait forcément devant au moins Elsipogtog, Espinopétich. Et puis, je regardais, et jeune enfant, je demandais à mes parents, « Ah, mais c'est quoi? » Puis on disait, « Ah, on ne va pas là. » Déjà, on ne va pas là. Mais pourquoi on ne va pas là? Mais j'étais sans réponse. Mais déjà, jeune âge, j'étais appris à... On se méfie. Mais je ne savais pas pourquoi. Vous comprenez? Et ça continuait comme ça. Et donc, oui, au moins, vous aurez, Dylan, Lou, cette opportunité. Je pense que déjà, on vous enseigne l'histoire et l'apport des Autochtones, n'est-ce pas, dans le curriculum scolaire. Et j'ai entendu le ministre Cardi dire cet hiver que ça sera la même chose pour l'apport de l'histoire des Noirs, que ça va faire partie du curriculum dorénavant. Mais c'est important. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens, justement, qui ne sont pas... Pour la jeunesse, bon, il y a déjà des pas qui se font. Qu'est-ce qu'on peut faire, vous pensez, pour les adultes, pour nos générations, pour ma maman, mon papa? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont vos solutions? Moi, je pense qu'il faudrait essayer de toucher aux passants des gens plus vieux, donc comme vos parents, des passants typiques où on peut insérer un petit peu des moments d'histoire importants, surtout au Canada, au Nouveau-Brunswick, des moments d'histoire sur les Autochtones, des moments d'histoire sur les Noirs, parce qu'il y a aussi de l'esclavage au Canada. Et je trouve que c'est très important et que j'ai vu qu'on donne beaucoup une excuse aux gens plus vieux parce que on n'a pas eu la même éducation. Bah, faut vraiment qu'on la mette, l'éducation, pour qu'on arrête un petit peu ce genre d'effet de boule de neige où ça commence un petit peu à me préjuger, puis ça commence et ça continue de génération en génération. Et c'est un cycle qui s'arrête jamais. Donc, je pense qu'il faut impliquer beaucoup d'éducation dans des passe-temps de gens plus vieux, des passe-temps typiques. Et je ne suis pas vraiment très au courant de ce que les gens plus vieux font, mais je suis sûre que beaucoup de personnes ici pourraient nous le dire et pourraient impliquer des choses comme ça à l'intérieur. Quelle bonne idée. Muriel, tu veux y aller? Ouais, vas-y. Si je peux me permettre, travaillant en fait, dans un foyer de soins, donc forcément, il y a des personnes âgées. Ça me renvoie à ce que j'ai pu entendre, parce que c'est vrai qu'imaginer donc des personnes âgées qui voient arriver des gens de couleur qu'elles n'ont jamais vu avant. Donc, cette appréhension, elle existe. Moi, je l'ai connue aussi quand j'allais à l'école aux États-Unis, mais c'est une autre histoire. Donc, cette appréhension, elle existe. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a un dialogue, une approche, et puis il y a quelque chose de bienveillant derrière, alors, avec le temps et de la patience, on arrive à lever les barrières. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que là où je travaille, on a une semaine multiculturelle. Et alors, ça a l'air tout à fait banal, semaine multiculturelle, comme si on se gargarisait avec quelque chose, mais non. Comme on a affaire à des gens qui viennent du Bénin, on a des gens qui viennent de Côte d'Ivoire, on a des gens qui viennent du Cameroun, d'Europe, d'Amérique du Sud. Pendant cette semaine-là, toujours sur la base du volontariat, mais en impliquant aussi les locaux, les gens qui sont là, qui peuvent être anglophones, qui peuvent être acadiens, parce que moi, on a tous quelque chose à apprendre. Ça va être des gens qui vont faire différents plats de cuisine, qui vont expliquer pourquoi tel plat est traditionnel ou celui-là est traditionnel. D'où est-ce que tu viens? Sur une carte, dans un couloir, il y a
un grand map monde à plat. Et chacun, on met un petit pin pour dire d'où on vient et en dessous, on met notre nom. Parce que des fois, cette idée-là du monde, elle est un peu différente. Des danses traditionnelles. Mais quand je dis danse traditionnelle, pourquoi tu fais cette danse? À quoi elle te sert? À quoi Et puis en fait, on s'aperçoit que pendant ces moments-là, qui ont lieu tous les jours pendant cette semaine-là, bon, sauf en temps de pandémie bien évidemment, les gens commencent à discuter. Et comme tu disais, en fait, c'est une question de briser la glace. De briser la glace. Moi, je me souviens quand j'étais en 12e année aux États-Unis, non, et en première année de. Enfin, bref, j'avais 18 ans et par là, c'était il y a longtemps, donc je ne me rappelle plus. En France et en Italie ou en Europe, quand tu dois aller à une partie, il faut que tu sois invité. Si tu n'es pas invité, tu n'y vas pas. Parce que ça ne fait pas partie, enfin, en tout cas pour ma génération, ça a peut-être changé depuis, tu n'y vas pas. Et en fait, moi, j'ai passé quelques mois où je sortais pas le week-end, j'allais vers personne parce que personne m'invitait, puisque j'ai compris après que le code, c'était pas celui-là, c'était que un tel disait, c'est la fête chez moi ce week-end, ok, c'était message pour tout le monde, et qui voulait y allait. Donc, si t'avais pas, tu risquais pas d'avoir une invitation, c'est juste pas possible. Et si j'avais attendu après ça, alors bien évidemment, sortir de ta zone de confort et puis y aller quand même, alors que souvent tu y vas tout seul parce que c'est pas facile, mais c'est ça que ça prend. Donc à la fois la semaine multiculturelle, tu peux impliquer des gens qui sont à la retraite ou des gens, des locaux ou par exemple tes parents à qui tu vas dire, je sais pas, ta mère elle a peut-être une spécialité, ok, est-ce que tu peux venir passer 2 heures pour partager comment toi tu vas faire ceci, parce qu'il y aura des gens qui vont partager autre chose. Au bout d'un moment, il y a un point commun, on mange tous. Et je pense qu'on aime tous manger. Enfin, c'est rare que les gens n'aiment pas manger. Donc, c'est le point commun, c'est le fil directeur qui fait que les choses finissent par s'ouvrir. Quant à l'éducation, oui, mon Dieu, qu'elle est importante. Et comme tu disais, Nadine, je pense que nos enfants, en tout cas mes petits-enfants, mes enfants aussi dans une mesure, mais mes petits-enfants, ils auront la chance d'être assis en classe avec une diversité. Donc, ils n'auront pas peur parce qu'ils la connaîtront. Ce sera le chum avec qui ils ont joué au hockey ou le chum avec qui ils ont été, je sais pas, manger une glace ou trouver la première copine. Voilà, ça devient une histoire. La grosse difficulté actuelle des gens d'âge de loup, c'est que quand ils arrivent en classe, souvent en tant que nouveaux arrivants, il y a déjà, à mon époque, on appelait ça des cliques, mais c'est pas forcément des cliques. Tu as des groupes d'amis qui sont formés, et puis tu as toujours l'étranger qui a pas les mêmes repères, qui a pas la même langue, qui parle pas de la même façon. Comment il s'intègre. C'est vraiment quelque chose de récurrent. Et là-dessus, j'ai envie de dire oui, donnons les moyens à la fois aux enfants d'ici et aux nouveaux arrivants d'aller vers les autres, mais permettez-leur aussi de revenir en arrière et d'avoir dans leurs amis que des gens qui sont éventuellement, pas forcément qu'eux, mais d'avoir dans leur cercle d'amis des gens qui ont la même culture qu'eux. Parce que quand tu avances, et c'est un mécanisme tout à fait naturel, quand tu veux aller de l'avant, à un moment donné, tu as besoin de revenir en arrière pour te recamper sur tes acquis et pour te dire, OK, je suis bien enfoncé, tout va bien, je peux me jeter. Et d'autant plus dans l'éducation des enfants. Laissons-leur ça, parce qu'encore une fois, souvent, c'est les parents qui ont décidé d'émigrer. Les enfants n'ont rien demandé à personne. Donc, ils ont besoin qu'on comprenne qu'ils ont justement un besoin. Il y a plein de choses à faire. Et encore une fois, le jumelage donne la possibilité à une famille d'ici, sur la base du volontariat, de partager avec quelqu'un qui vient d'ailleurs. C'est un dialogue, c'est justement ce que tu disais, les différences culturelles. Pourquoi moi je fais ça? Pourquoi lui fait pas ça? C'est OK. Moi, j'ai la chance de travailler avec des gens et d'avoir des gens dans ma vie à qui je peux aller poser des questions. Si je dis ça, ça va passer ou pas? Est-ce que c'est correct de parler comme ça? Est-ce que mon attitude elle est bonne? Voilà, c'est quelque part ce dont on a tous besoin des deux côtés. Juste pour relancer,
Et moi, depuis le bas âge, on m'avait appris que c'est l'homme le plus fort, naturellement. L'homme est le plus fort. Et j'ai grandi dans cette perspective-là jusqu'à peut-être 15 ans, 16 ans, jusqu'à ce que moi-même, je commence à me faire mes propres idées. Mais présentement, l'idée populaire, c'est que la femme, en tout cas pour mon expérience personnelle, c'est que la femme ne pouvait pas occuper un poste qu'un homme n'avait pas les moyens, n'avait pas la force nécessaire. Mais de mon expérience personnelle, quand je regarde ma mère, mes sœurs, d'autres femmes que je connais dans la vie de tous les jours, ils me viennent à dire que les femmes sont parfois très plus fortes même que les hommes dans plusieurs domaines. Et ceci se fait à travers le fait que maintenant, on voit plus les femmes au niveau de la scène, que ce soit politique, sportif, peu importe. Il y a une représentativité des femmes sur la scène. Et je pense que l'une des choses vraiment importantes qui va peut-être favoriser le dialogue, qui va essayer de diminuer la peur d'aller vers l'autre, après avoir fait une bonne éducation, la sensibilisation, je pense qu'il y a aussi la représentativité. Parce que je pense pour être honnête, hein, moi, c'est Bénédicte, je pense, à ma connaissance, est la seule personne de couleur qui travaille à Dieppe, par exemple, à la mairie. Et je pense que si c'est que moi, je viens à Dieppe, moi, en tant que petit garçon, je viens à Dieppe et je veux me faire servir, par exemple, à la bibliothèque ou bien tout le temps, je vois juste des gens de couleur blanche de manière inconsciente. Et moi, même parfois, même à des moments donnés, de manière inconsciente, je suis plus attiré, j'ai plus confiance à des choses qui sont faites par les personnes blanches que d'autres personnes de manière inconsciente. Donc, je pense que si c'est qu'on peut aussi agir sur la représentativité, parce que maintenant, les femmes, moi, je pense que nous sommes dans cette portion du siècle, c'est les femmes qui ont pris le devant parce que les femmes sont devenues vraiment, comment on appelle, le joker, et c'est vraiment tout avec les élections aux États-Unis, ainsi de suite. Et je pense que la représentativité a été une grande portion de ce changement-là. Et je pense que dans notre communauté aussi, si c'est qu'on aimerait amorcer un dialogue long, il faut qu'on puisse développer la représentativité aussi bien qu'au niveau de l'éducation, des villes, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi aussi, j'aimerais rajouter quelque chose. J'aime le fait que tu as mentionné la représentativité parce que il y a un très gros problème par rapport à ça dans toutes les industries des films, les industries dans les entreprises et tout ça. Il y a un très gros manque de représentativité, que ce soit pour les femmes, pour les gens de couleur, pour les gens qui sont membres de LGBTQ. J'ai vu une histoire de quelqu'un qui disait qu'ils étaient non-binaires et leurs parents ne savaient pas ce que c'était jusqu'à ce qu'ils regardent un film, par exemple, par rapport à ça, où il y avait quelqu'un qui était non-binaire dedans. Et ça leur a ouvert les yeux et ça leur a ouvert leur perspective. Et je pense que ça va aussi pour les femmes, les perspectives des gens sur les femmes, les perspectives des gens pour les gens de couleur. Et c'est très, très, très important qu'on représente les gens et qu'on force un petit peu aussi la représentativité, même si ça peut avoir un peu l'air performatif au début. Je pense que c'est très nécessaire pour qu'après ça, on puisse aller dans une ère où c'est plus normalisé et tout ça. Aussi, ce que j'ai aimé sur une différente note, ce que Muriel a mentionné, c'était les groupes à l'école où quand l'immigrant vient et que tous les groupes sont déjà formés, il ne sait pas vraiment où aller. J'ai vécu ça à ma deuxième école. À ma première année, en 5e année, c'était très facile parce que les gens, ils avaient fait une pancarte pour moi. Quand je suis arrivée, c'était très gentil de leur part. Ils m'ont posé plein de questions, ils m'ont vraiment intégrée. J'ai vraiment aimé ça, mais quand je suis allée pendant ma 6e année et ma 7e année, les gens étaient plus refermés et ils avaient déjà créé un peu leur groupe. Et moi, j'étais un petit peu boulet derrière. Et de ma propre expérience, je trouve que c'est très, très, très important qu'on pose des questions, qu'on s'intéresse
et que les gens nouveaux se sentent acceptés pour qu'il y ait une meilleure dynamique. Merci. Tout à fait. Dylan, tu veux ajouter là-dessus? Oui, en parlant des groupes, moi, à Madagascar, et je pense que c'est pas seulement Madagascar, mais dans les écoles, on est d'habitude 30 élèves dans la même classe et durant toute l'année, du début jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et on est beaucoup plus soudés, je trouve, quand on est juste 30 élèves à participer. Et dans la même classe, hein, c'est beaucoup plus facile de se faire des amis vu qu'on se voit presque dans tous les cours. Et contrairement à ici où les élèves doivent un peu se débrouiller pour aller se faire des amis, ils doivent changer de cours chaque année et c'est pas toujours les mêmes têtes qu'on voit. Et c'est ça aussi qui rend difficile l'intégration, je trouve. Et c'est un peu ce que j'ai vécu. Mais par contre, à propos de l'intégration, je me reposais un peu sur mes acquis parce que moi, je traînais beaucoup avec des élèves qui avaient déjà immigré aussi. Et je trouve que à force de traîner avec des élèves qui avaient déjà immigré et qui ont vraiment une culture complètement différente des Canadiens, je trouve que je n'ai pas assez appris des Canadiens. Pourtant, je trouve que c'est vraiment l'intérêt d'avoir immigré ici au Canada. Et je trouve que c'est vraiment plus important d'apprendre sur la culture de l'endroit où on vit en ce moment que de uniquement se focaliser sur ce qu'on connaît déjà. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est pas tout ce que j'essayais de dire et merci de le pointer parce que peut-être j'ai pas été assez claire. C'était de dire justement pour arriver à aller vers les Canadiens, comme tu les appelles, de temps en temps, tu as besoin. Si aujourd'hui tu en es là où tu en es, c'est parce que tu as su t'ouvrir aux Canadiens, mais pour le faire, tu t'es appuyé aussi sur un cercle de nouveaux arrivants qui avaient les mêmes problématiques que toi. En fait, ils avaient les mêmes soucis que toi, ils avaient le même vécu peut-être, les mêmes peurs. Et donc, automatiquement, quand tu dis, OK, ben, je ne suis pas tout seul à être comme ça, c'est ce qui permet de te sentir plus fort. Et justement, quand tu es plus fort, alors tu peux pas sauter dans la piscine, mais mettre tes petits doigts dans l'eau et ouvrir la porte pour aller ailleurs. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est l'histoire d'une amie de ma fille qui arrivait de Colombie, qui parlait ni le français ni l'anglais, et qui s'est retrouvée dans une école francophone où elle est allée à l'école. Je pense qu'elle était en 5e. Et elle comprenait rien à ce qu'on lui disait. À un moment donné, elle s'est mise à manger des peanuts. Et elle n'avait pas le droit de le faire à l'école, sauf que quelqu'un lui disait « mais arrête, arrête ». Et elle, tout ce qu'elle savait dire, c'était « oui, 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 oui ». Et ça a duré pendant 6 mois. Donc, c'est là où je dis des fois, laissons prendre leur place. Voilà. Parce que si on leur laisse prendre leur place, les adultes, pareil, à un moment donné, tu te sens plus fort pour ouvrir la porte. Et les gens qui sont, je dirais, les gens qui sont ici, que ce soit des autochtones, des Acadiens, des anglophones, ils ont aussi besoin de prendre de s'apercevoir que les nouveaux arrivants ne sont pas une menace, que les nouveaux arrivants ne sont pas, voilà, oui, ça passe par le dialogue, mais il faut laisser un peu de temps à tout le monde et pas tout le temps essayer de mettre de la pression. Mais comme disait Mourad ou comme disait Lou, analyser, OK, bah toi, tu as dit ça, mais dans ta culture, on fait ça comme ça. OK, pourquoi lui, il fait ça comme ça? Et peut-être telle personne a été vexée parce que, non, il n'en avait pas après toi. C'est pas une question personnelle, c'est une question de vécu, c'est une question de culture. Lui, il fait ça pour ça. Toi, tu as compris ça. Les deux explications sont données, qu'elles soient données par les personnes elles-mêmes ou au niveau de l'école par des gens qui ont cette connaissance-là, ça fait avancer les choses et ça permet à tout le monde d'avancer. Moi, j'adore cette idée de route parce qu'en fait, on va tous dans le même sens, on va tous au même endroit. On veut que nos enfants soient bien, on veut être heureux, qu'on soit des nouveaux arrivants ou qu'on soit des gens ici, on a tous les mêmes aspirations. Donc, il suffit de savoir comment est-ce qu'on prend les deux côtés et puis on s'en va sur la même route.
pour faire de Dieppe et pour faire du Nouveau-Brunswick ou pour faire de nos vies quelque chose, on a tous quelque chose à gagner. Lou, tu veux y aller? Oui, je viens juste de penser à une histoire qui est arrivée à une de mes coéquipières dans mon équipe de volley. Mais avant que j'aille là-dessus, je voulais juste dire que c'est très important de créer un système de support pour les gens, pour les deux parties qui essaient d'apprendre, ou les plusieurs parties qui se créent un système de support. Comme ça, si jamais ils n'arrivent pas bien à comprendre, ils peuvent se remettre dessus, repenser et juste se créer un genre de pilier. Et maintenant, pour aller dans mon histoire, je jouais au volley en 8e année avec mon équipe d'école à Carrefour. Et il y avait une de mes coéquipières qui était mexicaine, qui était élève d'échange. Et durant l'une de nos matchs, elle avait un accent, donc mexicain, quand elle me parlait français ou anglais. Et il y a une autre personne de l'équipe opposée qui a commencé à se moquer un petit peu. Et je pense que ça, c'est juste un énorme manque de connaissances et d'éducation. Et ça l'a vraiment beaucoup choquée de faire des trucs comme ça. Elle a commencé à pleurer et tout. Et je voyais vraiment que ça l'a vraiment marqué. Et il n'y aurait pas eu ce problème si on aurait éduqué cette fille de l'équipe opposée sur des différentes cultures, sur des différentes manières de parler, sur des différents accents. Il n'y aurait pas eu ce problème s'il y aurait une meilleure éducation. Et ça vient tout des parents et de l'école aussi, je pense. Alors, Lou, moi, je suis curieuse. Est-ce que toi ou quelqu'un de votre équipe avait parlé? Est-ce que vous avez dénoncé ce comportement de la part de... Oui. Oui? Oui, on est allé voir le coach de l'autre équipe, qui était aussi son père à la fille. On est allé le voir, on a dit, bon, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, voici le résultat. On trouve que c'est vraiment pas du tout professionnel d'aucune manière. Et il s'est chargé de ce problème. Heureusement, il n'a pas complètement ignoré ce qui s'était passé. Et il a été compréhensif. Il a parlé à sa fille. Je crois qu'elle s'est excusée. Je ne me rappelle pas vraiment, c'était il y a 2 ans. Mais c'était très ignorant et ça venait d'une place de quelqu'un qui était pas du tout éduqué sur ce problème. Donc oui, on a reporté le problème. Alors, bravo pour avoir dénoncé et je vois dans tes yeux là, et de la façon que tu racontes cette histoire, je ressens une fierté à quelque part que tu t'es porté à la défense de ta coéquipière. C'est normal de faire des choses comme ça. Ouais. Oui. Ah, voilà la citation. Il est normal de faire des choses comme ça. Voilà, merci. Bénédicte. On a eu de très bons exemples d'actions qu'on pouvait faire en faveur de la diversité culturelle. On a parlé déjà de jumelage, donc je ne vais pas nécessairement revenir là-dessus, mais c'est un élément aussi qu'au niveau de la ville de Dieppe, on veut mettre en place parce que dans toutes les histoires qu'on a entendues, d'une façon ou d'une autre, et même moi, dans mon parcours personnel, à un moment donné, on a toujours besoin d'une famille, d'une activité qui nous permet de pouvoir faire partie du groupe. Et ces personnes-là qui sont proactives choisissent et parce qu'on sait que ces personnes-là nous apprécient, donc on prend bien leurs commentaires, on est ouvert et on arrive à faire partie de la communauté parce qu'ils nous éduquent, comme par exemple Mourad qui parlait de sa maman canadienne, acadienne. Donc, dans toutes les histoires de succès en termes d'inclusion, le jumelage est important. Donc, le jumelage peut être institutionnalisé ou sinon, d'une façon ou d'une autre, il se fait quand même naturellement. Mais c'est très, très rare de voir des électrons libres qui arrivent à comprendre tout seul le système. Donc, le jumelage est important. Donc, je ne veux pas trop revenir là-dessus. Donc, jumelage, coaching, mentorat. Et aussi les exemples dans la communauté, une meilleure représentativité. Et un élément sur lequel j'aimerais mettre l'accent, c'est au niveau du processus d'intégration économique. Parce qu'on sait qu'en tant que nouveaux arrivants, lorsqu'on s'installe, on a besoin de s'épanouir professionnellement. Donc, on veut aller de l'avant. Et naturellement, ce n'est pas toujours évident pour un employeur de choisir d'embaucher une personne
sachant qu'il va avoir beaucoup de tracasseries administratives. Par exemple, il faut vérifier que la personne a le droit de travailler au Canada. Est-ce qu'elle a permis d'études? OK, combien d'heures maximum elle peut travailler par semaine? Est-ce qu'elle a un statut de résident permanent? Bref, il y a énormément de choses à vérifier. Mais moi, pour ma part, les employeurs que j'ai côtoyés et qui ont eu le courage et qui ont eu la persévérance d'aller jusqu'au bout avec des ressources qu'ils ont identifiées, pas nécessairement parce qu'il s'agissait de minorités visibles, de femmes, d'autochtones, de personnes en situation de handicap, mais simplement parce qu'ils ont perçu le potentiel et les compétences, des aptitudes pour pouvoir occuper certaines fonctions. Ils ont choisi d'aller plus loin. Et ça a été mon expérience lorsque je terminais mon MBA en gestion internationale. J'étais en voie de terminer, donc j'avais encore mon statut d'étudiante internationale. Et parce que mon premier employeur a cru en moi, il m'a accompagnée à travers tout le processus pour que je puisse obtenir mon permis de travail post-graduation. Donc, c'était d'ailleurs la première année où ce nouveau système était en place. Donc, les employeurs doivent continuer à être sensibilisés, à comprendre que on ne baisse pas les bras dès la première difficulté ou le premier obstacle. On persévère et c'est l'un des moyens par lesquels on peut aussi accroître l'inclusion des personnes issues de l'immigration. Juste pour ajouter très rapidement, il y a, comment on appelle, définitivement, il faut qu'on puisse se réaliser à travers notre travail, mais il y a aussi sur le plan culturel aussi. Parce qu'une chose qui est importante, c'est que moi, pour être, c'est ça, moi, par exemple, moi, la musique m'a vraiment sauvé de tout ce qui est dépression. Et je pouvais voir, quand je mixe au Rouge, même à Montréal, et je pouvais voir quand je jouais de la musique, que tu sois noir, chinois, japonais, peu importe, tout le monde était ensemble en train de danser. Et moi, quand je jouais au Rouge, j'avais commencé par faire juste des soirées africaines et après m'engager comme DJ permanent. Et mes amis africains, quand ils venaient, ils me disaient, Mourad, mets la musique africaine, s'il te plaît. Et je refusais parce que je ne voulais pas que mon patron me grondait par rapport à la musique. Et un jour, avec un peu de tequila, bien sûr, j'ai mis de la musique africaine. Et c'est passé crème, c'est-à-dire personne n'a remarqué. Et à ma grande surprise, il y avait des gens qui sont venus vers moi pour me demander le titre que j'avais joué. Et du jour au lendemain, c'est devenu très, très multiculturel ce que je jouais. Et je pense que aussi le volet culture, c'est un moyen d'engager, que ce soit culture et sportive, c'est un moyen d'engager le dialogue. Et je pense que l'une des choses qu'on pourrait faire aussi pour pouvoir favoriser le dialogue, c'est pouvoir créer des événements culturels, trouver une sorte de formule pour pouvoir apporter les gens autour d'une table, autour d'un événement pour pouvoir partager une culture différente ou autre, pour pouvoir faire l'expérience d'une autre culture afin de connaître l'autre. Parce que, par exemple, la poutine râpée, je détestais ça jusqu'à... On m'a amené finalement à, comment on appelle, c'est Igloo, je pense que c'est sur la marque Locking, et je l'ai découvert, c'était vraiment génial. Donc, je pense que l'une des choses vraiment importantes, c'est quand même mettre un point sur l'aspect culturel et sportif pour essayer de favoriser le dialogue entre les gens. Mourad, merci beaucoup. J'étais en train d'interpeller l'attention de notre équipe Dialogue pour voir est-ce qu'il y a des commentaires sur Facebook ou des questions. Tous des bons commentaires. Excellent. Bien, sur ce, on est déjà à temps, hein? Il est midi, donc on va conclure le tout. Dylan, est-ce que tu as un petit mot de la fin avant que je fasse mes conclusions et remerciements? Non? Mais alors, je vous remercie chaleureusement, panélistes, Muriel, Mourad, Lou. Ça a été vraiment un plaisir de vous entendre ce matin. Vous avez été riche d'idées, vous avez ouvert votre cœur pour parler de vos expériences vécues. Merci, ça a été grandement apprécié.
Merci beaucoup, Dylan. Hein? Un bon mot d'applaudissement pour Dylan. Et bravo surtout. Ouais. Ouais, moi, je note toujours quand j'ai des co-animateurs comme ça, hein, j'en prends note. Alors, tu sais pas, mais tu viens de te faire recruter pour plein d'autres dialogues. Là. Évidemment, je veux remercier Bénédicte hein, de Expansion d'IEP pour tout le beau travail que vous faites en faveur de l'immigration et de toujours penser à nous pour vous appuyer dans vos démarches. C'était un grand plaisir pour nous d'animer ce dialogue ici. Merci Sean Daigle à la technique, c'est toujours un plaisir. On se sent en confiance, comme dit Bénédicte, lorsque Sean est en arrière. Merci Éric Mélenchon pour la gestion des médias sociaux. Merci Florence Gouton pour la belle vidéo et tout ce que tu as fait sur Twitter. Enfin, merci à nos traducteurs et traductrices, Jeff et Nathalie, qui ont fait sûrement un travail hors pair. Et enfin, merci Ville de Dieppe pour les installations, être ici, nous accueillir et Expansion Dieppe, évidemment. Sur ce, on vous souhaite un bon après-midi, une bonne semaine et poursuivez le dialogue en faveur de la diversité culturelle.